Merci beaucoup. Oui, en effet, je suis pas Tariq. Il est vraiment désolé de ne pas pouvoir venir. Et il m'a demandé de le remplacer pour parler des malades guéris. Et en effet, les hépatovirologues qui prennent en charge l'hépatite C vont devoir s'habituer dans les années qui viennent à concentrer leurs efforts sur les malades guéris ou alors faire autre chose. C'est pas encore tout de suite, parce que si on regarde les dernières données épidémiologiques dont on dispose en France, je vous renvoie à cette étude du bulletin épidémiologique hebdomadaire. Alors c'est vrai que ce sont des données qui datent de 2011. On s'aperçoit qu'en 2011, il y avait encore, alors c'est une estimation évidemment, 192 000 malades atteints d'hépatite C en France, et donc à traiter. C'était en 2011, on a utilisé les trithérapies avec les IP de première génération, et puis on a traité avec les antiviraux directs depuis 2014 environ 40 000 malades. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on se concentre sur la population des patients guéris grâce aux antiviraux directs, on peut estimer qu'ils sont à peu près 40 000, qu'il en reste à peu près 120 000 à traiter. Encore une fois, c'est une estimation dont la moitié ou les 2 tiers sont déjà dépistés. Certains sont encore donnants fil actif. Ce sont essentiellement les F0, F1 que l'on n'a pas encore traités. D'autres connaissent leur statut sérologique mais doivent revenir dans les files actives. Et puis un petit peu plus difficile, peut-être 30-40% des malades ignorent leur statut sérologique. Cela, il faut aller les dépister. Mais il n'empêche qu'on peut vraiment imaginer, ce d'autant que les critères de traitement sont maintenant élargis, avec un accès qui est quasiment universel, qui va le devenir très bientôt, avec la possibilité de passer hors RCP pour certains patients. On peut vraiment imaginer que dans les années qui viennent, il y aura un flux très important qui va permettre de faire basculer ces patients virémiques vers la population des patients guéris qui vont donc nous occuper. Alors je vous propose le plan suivant. Quand affirmer l'éradication virale, un petit mot sur les risques de réinfection, les bénéfices et les risques résiduels après éradication virale, une question qui est importante qui est celle de l'évaluation de la fibrose après éradication virale, puis je vous proposerai peut-être quelques éléments pratiques de prise en charge après l'obtention de cette guérison virologique. Alors, très rapidement, vous savez que la guérison virologique, en tout cas, on l'a définie 12 semaines après la fin du traitement. Il y a quand même une recommandation de faire une dernière évaluation virologique 48 semaines post-traitement. Alors, je reconnais qu'on n'a pas beaucoup de données. J'ai retrouvé celle-là. Vous connaissez ce papier japonais. Alors, c'était des combinaisons sofosbuvir-ribavirine, plus ou moins interféron. Mais vous voyez que dans ce papier, quelques très rares malades, surtout de génotype 3, présentaient une rechute entre la semaine 12 et la semaine 24 de traitement. À ma connaissance, il n'y a pas de données avec les autres générations d'antiviraux, mais maintenons cette précaution, une dernière PCR à 48 semaines post-traitement. Alors cette PCR 48 semaines post-traitement peut permettre d'évaluer des rechutes très tardives, qui, moi j'en ai jamais vu, qui sont probablement très exceptionnelles, permettent également de dépister chez certains patients ayant des facteurs de risque des cas de réinfection. Alors, facteur de risque, il y a une étude intéressante chez des patients ayant une toxicomanie intraveineuse. Vous voyez, ça vient des pays nordiques, et vous voyez qu'après 8 ans de suivi, 11% des patients ont présenté une rechute, 27% parmi ceux ayant présenté une rechute de leur toxicomanie. Donc, dans ces populations spécifiques, il y a évidemment à la fois des mesures de prévention à prendre, prévenir la réinfection, et également de surveillance régulière de leur virémie, puisqu'il y a un risque de réinfection. Et vous savez que la situation la plus spectaculaire, alors qui à mon avis est extrêmement rare, mais qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont celles des patients co-infectés par le VIH, homosexuels, masculins, en particulier ceux ayant des expériences de chemsex, etc., où il y a des histoires de recontamination 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est très impressionnant. On en parle en RCP. Est-ce que c'est éthique de retraiter? Ça me paraît néanmoins extrêmement marginal dans la consultation d'un hépatologue. Alors maintenant, en termes de bénéfices après l'obtention d'une éradication virale, de nombreux papiers suggèrent qu'il existe un bénéfice à la fois sur le plan hépatique et extra-hépatique. Et j'ai remis ici la méta-analyse de Simons qui a poulé plus d'une vingtaine d'études, 34 000 malades au total, ayant évalué l'évolution chez des patients cirrhotiques, chez des patients non cirrhotiques. Et vous voyez que tous ces résultats vont dans le même sens. Il y a un bénéfice de survie. Mais j'attire votre attention que dans ces études, ce qui était comparé, c'est les malades traités par interféron ribavirine, en comparant les malades en échec à ceux ayant la réponse virologique. Ce qui peut quand même introduire un biais, puisqu'on connaît un certain nombre de facteurs prédictifs de réponse à l'interféron, qui sont des facteurs associés à un pronostic naturel plus favorable. Et quand on regarde les cirrhotiques,
et qu'on se concentre sur la probabilité de présenter une décompensation ou un carcinome hépatocellulaire, les choses sont extrêmement nettes. Vous voyez, j'ai remis ici l'étude de Van der Meer que tout le monde cite. Vous voyez, les patients qui ont obtenu la RVS ont un risque extrêmement faible de complications hépatiques, de carcinome hépatocellulaire, ici un petit peu plus élevé que la décompensation. En revanche, les patients sans RVS ont un risque beaucoup plus important. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec les antiviraux directs dans une situation différente où tous les patients guérissent. On vient d'écouter la présentation précédente, les deux présentations précédentes, on est quasiment à 100% de réponse virologique, y compris chez les patients ayant des pronostics spontanés beaucoup plus sévères. Et vous avez entendu parler d'un surrisque potentiel de carcinome hépatocellulaire précocement après traitement antiviral. Tout ça vient d'une étude de Barcelone qui avait regardé des patients qui avaient déjà un carcinome hépatocellulaire, qui avaient été traités essentiellement par résection ou radiofréquence et qui présentaient des taux anormalement élevés de récidive de leur carcinome hépatocellulaire dans les mois suivant le traitement antiviral. En comparaison à des cohortes historiques, vous voyez ici à peu près 40% de risque de récidive dans les quelques mois suivant le traitement antiviral. Et tout ça a fait poser pas mal de questions, a fait couler beaucoup d'encre. Néanmoins, quand on regarde les grosses cohortes, et j'ai remis celles ici, les cohortes françaises Hépater et Cyrvir, eh bien on se rend compte que si l'on compare des patients qui ont bénéficié d'un traitement curateur de leur carcinome hépatocellulaire et qui ont bénéficié d'un traitement par antiviral direct à des patients qui n'ont pas été traités, les risques de récidive du carcinome hépatocellulaire sont totalement similaires. Il n'y a pas d'augmentation du risque, mais il n'y a pas de diminution du risque. Et là, on entend souvent des gens dire « bah oui, mais à l'époque de l'interféron avait des propriétés anticancéreuses et l'interféron faisait réduire le risque. » Eh bien, il y a un travail extrêmement intéressant qui vient d'être publié dans JHEPATOL, travail japonais, qui a comparé chez des malades radiofréquencés pour carcinome hépatocellulaire le risque de récidive selon que les patients n'aient pas reçu de traitement, ici en rouge, ils étaient très nombreux, de l'interféron ici, ou un traitement antiviral direct. Alors évidemment, là, c'est un groupe moins nombreux, mais vous voyez que les courbes sont totalement superposables, ce qui suggère que le risque de récidive de carcinome hépatocellulaire n'est pas majoré après traitement antiviral direct, n'est pas différent de celui qu'on observait à l'époque de l'interféron, mais n'est pas non plus minoré. Il ne faut pas attendre dans les premiers mois qui suivent le traitement une diminution du risque. Pour ce qui est de ce risque de carcinome hépatocellulaire, et je reviens à la question, à la standard des malades qui n'ont pas développé de cancer, que l'on suit pour une cirrhose, il y a deux éléments extrêmement importants qu'on peut préciser. La première chose, c'est qu'on a identifié des facteurs de risque de carcinome hépatocellulaire chez des cirrhotiques après guérison, et ce sont en particulier les malades qui ont un syndrome métabolique. Ça a été parfaitement documenté par la cohorte Cyrvir. Et puis, le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est que ce risque de cancer, il persiste très longtemps après l'obtention de la guérison virologique. Et j'ai remis ici deux études japonaises qui ont pris des cancers chez des malades guéris pour leur hépatite C et qui ont regardé la durée entre l'apparition du cancer et l'éradication virale. Et vous voyez que même 10 ans, 15 ans, plus de 15 ans, alors il y en a un petit peu moins, mais très longtemps après la guérison virologique, eh bien l'apparition de cancer est possible. Alors chez les malades non cirrhotiques, qu'en est-il? On sait, alors Thierry Poinard nous l'avait montré il y a déjà quelques années avec un papier utilisant le fibrotest qu'on peut critiquer, que certains malades non cirrhotiques peuvent continuer d'avoir une progression de la fibrose malgré l'éradication virale. Vous voyez, c'est ici le cas chez à peu près 12% des patients. D'autre part, un certain nombre d'études, et en particulier une étude écossaise, il y a un groupe en Écosse qui a maintenant enrichi sa cohorte avec des populations du Danemark, montrent que les malades non cirrhotiques guéris pour leur virus de l'hépatite C continuent de présenter une surmortalité en comparaison à la population générale. Et les auteurs, ce groupe a creusé son sillon et vient de publier un papier dans JHEPATOL qui est très intéressant, où les patients non cirrhotiques, ici, vous voyez, il y en avait beaucoup, c'est 1800 malades guéris qui sont suivis 5 ans. Et quand on compare la mortalité de ces patients guéris à celle de la population générale, eh bien, vous voyez l'odds ratio, c'est à peu près 2 fois. Elle est 2 fois plus élevée. Il y a une surmortalité. Et si on se concentre chez les malades non cirrhotiques, et si on se concentre sur les causes de mortalité, vous voyez qu'elle est essentiellement liée à des mortalités liées à l'utilisation de drogue, alcool, toxicomanie, etc. Des cancers non hépatiques, on peut imaginer tabac, alcool, cancer des voies aérodigestives supérieures,
Et puis également des carcinomes hépatocellulaires alors que les patients n'étaient pas cirrhotiques. Alors ça rentre en résonance avec ce risque de progression de la fibrose malgré l'éradication virale. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir une progression de la fibrose malgré l'éradication virale? L'alcool, bien sûr. Et puis, à nouveau, comme je l'ai montré dans Servir, le syndrome métabolique. Et si on regarde cette étude japonaise publiée il y a quelques années, vous voyez, ce sont des malades non cirrhotiques qui ont été suivis dans le temps, et on regarde le risque d'apparition d'un carcinome hépatocellulaire, enfin, le risque de carcinome hépatocellulaire, c'est bien ça. Et bien, on voit que les malades non cirrhotiques peuvent tout de même en présenter, même si c'est rare, et en particulier ceux ayant des gamma-GT élevés, et puis diabète de type 2, un âge plus élevé. On revient sur le syndrome métabolique, facteur de risque de cancer chez les cirrhotiques, mais également chez les malades non cirrhotiques. Alors maintenant, de manière plus pratique, est-ce qu'il faut évaluer la fibrose après éradication virale, et qu'est-ce qu'on en fait de cette évaluation de la fibrose? Fabien vient de nous montrer une amélioration de FibroScan chez des malades cirrhotiques traités par la combinaison 3D. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors la première chose, c'est qu'on sait depuis longtemps et depuis l'utilisation de l'interféron que la fibrose régresse le plus souvent, même si cette régression est très lente, après obtention de l'éradication virale. J'ai remis ici cette étude japonaise de Shiratori, alors ça date de près de 20 ans, mais vous voyez que les malades, y compris lorsque la fibrose était importante, F3, même F4 ici, F4, vous voyez, dans la moitié des cas, régression de la cirrhose, et un certain nombre de malades qui se retrouvent même F2, 4 ans, 5 ans après l'obtention de la guérison virologique. Donc la régression de la fibrose, c'est quelque chose qui existe. Par ailleurs, chez les cirrhotiques, ayant une régression histologique de la fibrose, eh bien, on sait, alors ça c'est le travail de Vincent Mallet, qui date de presque 10 ans, on sait que le risque de carcinome hépatocellulaire paraît extrêmement faible, peut-être même nul, si on a la preuve histologique de la régression de la cirrhose. Alors c'est une étude, c'est vrai qu'elle n'a pas été beaucoup reproduite, mais on la cite tout le temps, et c'est quelque chose quand même qui interpelle. Par ailleurs, on sait, Fabien l'a montré, d'autres études ont montré que les valeurs d'élasticité du foie, si on regarde les tests non invasifs, diminuent, en particulier chez les malades cirrhotiques, à distance de l'obtention de l'éradication virale. J'ai remis ici ce travail japonais, vous voyez, c'est cette diminution des valeurs d'élasticité du foie qu'on observe après guérison. Alors, est-ce qu'il est possible de corréler les choses? Est-ce qu'il est possible d'affirmer sur la foi d'une régression des valeurs d'élasticité du foie qu'il existe bien une régression histologique de la cirrhose? Alors là, il faut être évidemment extrêmement prudent. On dispose de très peu de données parce que très peu de malades ont été biopsiés après guérison virologique. Mais vous voyez, dans cette étude d'Ambrosino, il n'y en a pas beaucoup des études, eh bien, on se rend compte que la valeur prédictive négative n'est pas très bonne. Il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques, probablement parce que l'inflammation, la stéatohépatite a disparu après guérison. Et même si le FibroScan est inférieur à 12 kPa, même si on a une régression, eh bien vous voyez que souvent, la cirrhose persiste malgré tout, et on peut avoir des faux négatifs des valeurs d'élasticité du foie. Donc il faut être extrêmement prudent. Et puis, une étude de Philippe Sultanic qui a été récemment publiée dans APT montre que chez ces malades guéris, les valeurs d'élasticité du foie ne permettent pas de prédire un risque de complication, que ce soit un carcinome hépatocellulaire ou que ce soit décidément, mon micro marche par intermittence, ou que ce soit une décompensation de la cirrhose. Est-ce que pour autant on peut dire que mesurer les tests non invasifs, en particulier le FibroScan, ne sert à rien? Je ne crois pas. Je crois pas. On peut quand même avoir une utilité, parce qu'il y a autre chose chez les malades cirrhotiques, c'est évidemment l'hypertension portale. Et l'hypertension portale, alors ça c'est le papier, c'est les résultats de Servir qui ont été présentés par Christophe Bureau à l'EASL il y a quelques mois, qui montrent que, alors évidemment c'est des malades guéris sous interféron, et puis il y a un mix de B et C, donc il faut être un tout petit peu prudent dans l'interprétation, mais ça permet de voir que des malades qui n'ont pas de varices ésophagiennes au départ, qui obtiennent une réponse virologique, ont un risque extrêmement faible de développer des varices. Et puis en revanche, lorsqu'il existe des varices de stade 1, là, il y a quand même un risque de progression malgré l'éradication virale. Mais vous savez également qu'on utilise aujourd'hui les tests non invasifs, les critères Baveno, avec l'élasticité du foie au seuil de 20 kPa associé au taux de plaquettes à 150 giga par litre, ce qui est extrêmement intéressant, même s'il faut être prudent. Ce sont des données préliminaires qui ne sont peut-être pas encore très robustes, mais on a l'impression que les patients
chez qui des varices ésophagiennes apparaissent sont ceux qui sont passés au-dessus de ce seuil fatidique de 20 kPa et ou la thrombopénie. En d'autres termes, on peut vraiment imaginer qu'un patient qui reste en dessous du seuil de 20 kPa après la guérison virologique n'a aucune chance, et probablement même s'il avait de petites varices ésophagiennes, de développer de grosses varices ésophagiennes. Il faut évidemment creuser ce sillon, il y a des résultats supplémentaires à obtenir, mais je trouve que c'est extrêmement encourageant. Alors pour finir, en pratique, quelle prise en charge? Il faut vraiment se rappeler de l'intérêt du dépistage échographique semestriel chez les patients cirrhotiques, descendre le seuil aux patients F3, et je vous rappelle qu'il existe des recommandations de la FEF, une biopsie dans l'histoire F3, F4, ou un fibroscan supérieur à 9,5, ou fibrotest ou fibromètre supérieur au seuil F3, surveillance, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de regarder initialement l'ensemble des tests non invasifs, parce que là-dedans, il y a peut-être des faux positifs, surtout à l'époque où on devait avoir des seuils élevés pour faire bénéficier le traitement aux patients. Donc, regardons tout ça d'un œil critique, mais ce qui est important, c'est que c'est au départ qu'on décide de faire rentrer ou pas les malades dans un programme de surveillance. Pour ce qui est de la surveillance endoscopique chez les cirrhotiques, je vous renvoie aux recommandations Baveno, 2 ou 1 an selon qu'il n'existe pas de varices. C'est plutôt 2 ou 3 ans, puisqu'ici la maladie est contrôlée, mais utilisez les critères non invasifs, en particulier le fibroscan. Et si on regarde donc les tests non invasifs, moi je pense qu'il y a vraiment une utilité à les répéter de manière annuelle. La seule chose importante, c'est qu'il ne faut pas faire sortir un malade du dépistage échographique sous prétexte que les tests s'améliorent. En revanche, je trouve qu'on peut avoir une certaine information avec ces tests hépatiques, avec ces tests non invasifs. Chez les malades F3, F4, en cas d'augmentation, il faut probablement chercher une comorbidité, de l'alcool, un syndrome métabolique, et faire de l'intervention. Puis en cas de diminution, on peut probablement arrêter la surveillance endoscopique, c'est déjà ça, et puis archiver ces résultats, puisque des données vont être générées. On va en avoir, on en aura un petit peu plus tard dans la matinée, et il est possible qu'un jour, on puisse interrompre ou espacer la surveillance en fonction de critères évolutifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il faut se contenter d'archiver les choses. Et puis chez les malades F1, F2, en cas d'augmentation, là encore, il faut se poser des questions, peut-être faire une biopsie hépatique, et puis, si les tests augmentent chez les F1, F2, c'est peut-être qu'une NASH est arrivée et nécessite de faire passer les patients dans le groupe F3, F4. Et puis, en cas de diminution, peut-être qu'un jour, là encore, on pourra interrompre la surveillance. Alors, je crois que ces malades guéris, il faut qu'on invente un parcours patient. Il faut les surveiller, bien entendu, l'écho, la fibrose, les paramètres métaboliques. Il faut aussi faire de l'intervention, parce que si on veut réduire les risques, alors intervention, l'alcool bien sûr, la diététique, l'activité physique adaptée qu'on a le droit de prescrire aujourd'hui, des molécules antifibrosantes dont on va disposer dans des essais cliniques. Et puis dernière chose, pour ce parcours patient, il faudra savoir pour certains patients ne pas leur faire intégrer ce parcours. Je pense les F0, F2 sans comorbidité, il faut leur dire vous êtes guéris, vous ne rentrez pas dans ce parcours patient, et ces patients vont devenir extrêmement nombreux dans les années qui viennent. Et probablement que certains patients, dans ce parcours patient, pourront demain quitter le suivi lorsque l'on aura des éléments supplémentaires permettant de préciser le pronostic. Je vous remercie.